Nous avons ce soir l'honneur d'accueillir un panel d'exception. Messieurs François Cardinal, Marc Séguin et Alexandre Taillefer, auteurs et co-auteurs du livre « Lâchez pas les gars », ont en commun une chose, un parcours scolaire atypique, parsemé d'embûches, et pourtant couronné d'un diplôme universitaire et d'une carrière professionnelle inspirante et qui fait envie. Ce soir, sous l'animation de M. Cardinal, ils partageront leur expérience et réflexions sur la réussite scolaire des garçons. Vous aurez l'occasion aussi de pouvoir poser des questions et échanger avec eux. J'invite donc à monter sur scène M. François Cardinal, vice-président éditeur adjoint au journal La Presse, diplômé du certificat en journalisme de la FEP. M. Marc Séguin, romancier, cinéaste et artiste multidisciplinaire dont plusieurs œuvres font partie des collections permanentes d'importants musées, tels le Musée des Beaux-Arts ou le Musée d'art contemporain de Montréal. Et enfin, M. Alexandre Taillefer, homme d'affaires et entrepreneur québécois bien connu, associé principal à XPND Capital, également impliqué auprès de nombreux conseils d'administration et causes sociales. Merci beaucoup, messieurs, de votre présence. Ayez du plaisir. Bonne conférence. Merci d'être... oui, j'ai allumé mon micro. Merci d'être là ce soir. Ça nous fait très plaisir. Moi, je suis bien content de partager la scène avec mes deux amis Alexandre et Marc, qui sont des amis dans la vraie vie, mais qui ont donc participé comme co-auteur du collectif Lâchez pas les gars, un collectif, on se le rappelait tout à l'heure ensemble, qui a été publié, Michel le rappelait aussi, en 2019. Il y a eu 2 fins du monde depuis ce temps-là. On est vraiment à une autre époque. Je vous le dis tout de suite, on n'est aucun de nous trois des spécialistes d'éducation. On n'est pas là pour venir vous dire quelles sont les meilleures solutions pour l'avenir des garçons. Michel est bien meilleur que nous pour ça. On est davantage ici comme praticiens, si vous voulez. On est des anciens cancres. Puis j'aime bien utiliser l'expression parce que quand j'étais jeune, en tout cas moi je m'en souviens pas, on parlait pas de difficulté d'apprentissage. On avait des mots qui étaient plus terre à terre, disons ça comme ça. Puis on a participé tous les trois à cette sorte de coming out, si vous voulez, d'anciens cancres. Le livre École, donc les témoignages de 12 hommes qui ont réussi leur vie professionnelle ou sociale, familiale, mais qui ont tous donc en commun d'avoir eu un parcours, Michel disait pudiquement tantôt, atypique, mais c'est un parcours d'enfant qui a eu beaucoup de difficultés à l'école et c'est le cas des 12 hommes qui ont écrit dans le livre. Un des buts visé par ce collectif-là, qui est sans ambition, mais qui est plein d'espoir, c'était justement de parler aux parents, en tout premier lieu, d'enfants, de garçons qui peinent à l'école, pour leur envoyer cette image que le fait d'être cancre, le fait d'être poche à l'école, c'était une autre expression qu'on affectionnait à l'époque, n'était pas une fatalité. Peut-être qu'on peut être poche à l'école tout son parcours, mais ça ne définit pas le reste de sa vie. Et ce message-là, pour être moi-même père d'un garçon qui a eu de la difficulté à l'école, c'est un message qui est plein d'espoir et qui peut être rassurant. Je vais commencer par demander à Marc et à Alexandre de se présenter. Peut-être aussi parler de votre parcours, pourquoi vous avez accepté d'écrire dans ce livre-là et pourquoi vous avez eu un parcours atypique. Puis, je me présenterai plus en détail tout de suite après. Je vous propose un petit préambule, puis on pourra discuter à bâton rompu ensemble et aller rapidement aux questions si vous souhaitez embarquer dans la discussion. Je commence avec toi, Marc. Peut-être te présenter, parler de ton parcours un peu. Oui, je me présente. Ma fonction civile, ma fonction. Ben, comment tu te présentes quand tu serres la main à quelqu'un? OK, je vais dire, je suis fermier puis je fais de l'art la fin de semaine. C'est très, très bon.
C'est bon. L'école, puis j'écoutais ce que M. Janos disait, ce que Michel disait en introduction, je l'ai détesté parce que j'avais l'impression que l'école me détestait. Donc, ça a teinté tout ce parcours-là jusqu'à cette oasis où un jour quelqu'un l'a vu, tu sais, dans un petit geste de bienveillance, m'a fait comprendre que j'étais pas con ou cave, tu sais. Donc, l'école, pour moi, ça a été un mal. Donc, je vais me présenter comme ça. Je connais pas grand personne qui l'ont autant détesté que moi, ou s'est senti aussi mal, tu sais. Ouais. Puis la raison de ma présence ici, tu l'as demandé, tu sais, tu nous as demandé d'écrire. Mais parce que c'est une raison importante à la base. C'est dans ses motivations où je suis aussi père, puis je vois aussi d'autres gens autour de moi qui ont des enfants. Mais je me dis, tu sais, si ce découragement-là existait chez moi, il existe ailleurs aussi, parce que je suis tombé dans une position quand même assez optimiste dans ma vie, tu sais. Fait que je me dis, tiens, une des motivations d'écrire, c'était peut-être d'aller rejoindre des gens, puis de parler ne serait-ce qu'à un seul de ces gars-là quelque part. T'sais. Très bien. Puis ce parcours-là, ça a été difficile du début à la fin? Ça a été difficile. C'est une enfance quand même où j'étais moyennement doué, qui était facile au départ, à l'école, de comprendre les conventions puis les attentes. J'avais l'impression de plus apprendre des fourmis puis des petites voitures que sur un banc d'école, jusqu'à ce que là, je frappe un vrai mur d'apprentissage, fin secondaire puis au niveau collégial. Puis jusqu'à ce que même je quitte et je décroche, que j'aille plus là, et que je retourne faire un parcours scolaire, mais en art. Ouais. Dans mes trucs. C'est aiguillé par je ne sais pas quoi, par une forme de volonté qui avait été permise, dont l'existence m'avait été donnée, en me disant, ben, tiens, puis c'est à partir de ce moment-là que le parcours a cessé d'être difficile. Excellent. On en parlera plus en détail dans la discussion. Alexandre, toi, commençant à te présenter de la même manière que tu te présentes quand tu serres la main des gens? Je suis un entrepreneur. J'ai lancé plusieurs projets. À la base, une formation, je suis allé dans une école religieuse. On parlait du pape tout à l'heure. Je suis allé à Augustin Rochely, qui est une école qui était détenue, puis qui est encore détenue par des bonnes sœurs, où le mois de mai, c'était le mois de Marie, le mois le plus beau. Et on passait, notre mois de mai à regarder le film Jésus de Nazareth. C'est pas une farce. Et puis, j'ai quitté cette école-là à un moment donné pour une histoire un peu drôle. Il y a une professeure qui est arrivée qui nous enseignait le français, puis elle venait de Chédiac. Et quand mes parents ont entendu son accent, ils ont décidé qu'ils allaient me sortir de cette école-là. Puis, non, c'est terrible quand je pense à ça aujourd'hui. C'est incroyable. Je suis allé à l'école Évangéline, qui était une école privée publique à côté de chez nous. Et là, j'avais vraiment... Madame Rochon, qui était mon professeur, m'adorait. Elle trouvait que j'étais suprêmement intelligent, ce qui se reflétait dans mes 98 et 99 que j'avais sans travailler très fort. Marc, tu as fait référence à ça. Jeune, moi, j'avais plutôt du succès sans travailler à l'école, ce qui m'a attiré quelques prunes quand même parce que j'étais pas très populaire dans la cour d'école, bien que j'étais quand même pas si mauvais au ballon-ballet, mais ça m'a vraiment amené beaucoup de prunes. J'ai quitté cet endroit-là, je suis allé à Stan, et là, à Stan, les gens riaient de mon accent parce que je disais 13, 14, puis les professeurs de français trouvaient ça épouvantable. C'est toujours les contacts avec des professeurs qui ont changé ma vie. Michel faisait référence tout à l'heure à des gens. Il y avait M. Park à l'université qui était un professeur extraordinaire, puis M. Chazal qui racontait l'histoire. C'est un ancien mercenaire qui racontait l'histoire comme c'est pas possible. Mais j'ai aussi connu une histoire terrible. J'ai rencontré Madame... En fait, je pense que j'ai perdu son nom. Non, Madame Barbotin. J'espère qu'elle n'est pas ici ce soir, qui était mon professeur d'allemand. Et ça a été une catastrophe. Une catastrophe. J'ai eu 1 de moyenne. À Stan, c'est pas 1, c'est sur 20. Donc, ça fait quand même 5 %. C'est mieux que 1 %, mais c'est pas beaucoup. Et ça m'a beaucoup, beaucoup nui par la suite parce que ma moyenne était tellement basse à cause de Mme Barbotin que j'ai presque pas été accepté au cégep à Brébeuf. Mais bon, je suis rentré à Brébeuf. Je fais ça très rapidement, là, mais Brébeuf,
Et là, on découvre la liberté au cégep. On n'a pas besoin d'aller dans nos cours. Et cette liberté-là, pour moi, c'était le journal étudiant. Et il y avait un éditeur en chef du journal étudiant, un homme un peu comme toi, un peu moins sympathique, David Hurtel, qui a été... qui a été ministre de l'Environnement. Et il était le directeur du journal. Et j'ai essayé de faire des putschs à plusieurs reprises pour le sortir de ce journal-là, où je tenais chronique. Et vraiment, j'ai eu des très, très mauvaises notes. Et j'ai envoyé un seul demande à l'université, au HEC, et j'ai été refusé au HEC. Donc, je me suis ramassé à l'âge de 19 ans ou 18 ans sans école. Donc, je ne savais pas où j'allais. Finalement, je me suis inscrit au cours du soir au HEC. Ça a été une catastrophe aussi. J'arrivais avec des gens qui avaient 35-40 ans en éducation continue. Mais quand tu as 19 ans et que tu es avec des gens qui font de l'éducation continue, c'est très difficile. Donc, j'ai quitté ça et j'ai été admis à l'UQAM. Formidable. J'ai fait 2 ans à l'UQAM, j'ai pas eu mon diplôme. Donc, je m'excuse, vous avez fait un préambule tout à l'heure en disant que c'est des gens qui ont réussi à obtenir un diplôme. C'était pas vrai jusqu'à ce que je reçoive un honoris causa de l'UQAM. Donc, je me suis dit, ça me qualifie. Et j'ai jamais terminé mon parcours scolaire, donc j'ai pas de diplôme. J'ai quitté l'UQAM en affaires, où j'avais un professeur, Benoît Bazage, qui a fait que je suis allé peut-être quelques fois à l'université. Je suis allé après ça en informatique pendant 3 semaines et je me suis rendu compte que j'avais peut-être des compétences qui me permettaient de lancer une entreprise, qui a été ma première entreprise que j'ai vendue à Québécois 3 ans après sortir des bancs d'école. Et après ça, j'en ai lancé plusieurs autres. Voilà, donc, c'est ça le parcours. Donc, toi, on peut dire que c'est un parcours atypique. Pour toi, je pense que ça s'y prête tout à fait. Je me présente aussi. Donc, moi, je suis le David Hurtel de la presse. Je suis donc vice-président information à la presse. Je suis à la tête de la salle de nouvelles de 220 journalistes de la presse, très fier de cet emploi et de mon journal. Je le souligne parce que ça fait partie de la raison pour laquelle j'ai initié ce projet de collectif. Lorsque je parlais avec des amis lors de soupers de mon parcours de cancre, le mien en était un réellement, les gens étaient souvent surpris. D'abord, et je ne sais pas pourquoi, j'envoie manifestement une image de premier de classe et c'est tout à fait l'inverse. Les premiers seront les derniers. J'étais vraiment le dernier de la classe du début à la fin de mon parcours. Mais il y avait aussi, à la fin, quand je discutais avec des amis, je voyais une touche d'espoir qui en sortait pour les parents qui avaient des garçons qui avaient des difficultés à l'école et ils sont évidemment très nombreux. Quand je rentre dans les détails, c'est encore plus frappant, je crois. J'ai quelque chose en commun avec Patrice Ryan, c'est que moi aussi, je suis fils de ministre de l'Éducation. Mon père l'a été en 1968-69 et donc être cancre d'un ancien ministre de l'Éducation qui a été doyen de la faculté de droit de l'Université de Montréal, c'est un peu comme le comble. Ça se peut pas. D'ailleurs, la faculté de droit qui m'a refusé ici à l'Université de Montréal. Alors, moi aussi, dans mon parcours, je n'ai pas pu rentrer. Alors, je trouve ça toujours assez sympathique quand le barreau m'invite à donner une conférence ou qu'on est ici à l'Université de Montréal à parler de nos parcours alors qu'on a eu tant de misère. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai eu l'idée du projet et puis je pense que le mot est bien choisi, osé parler de la situation des garçons. Parce qu'on ne se le cachera pas, on est entre nous ce soir, il y a quand même un malaise de mettre le projecteur sur les garçons en les plaçant un peu comme des victimes. Moi, je ne me vois pas comme victime, mais je suis sûr qu'Alexandre et Marc non plus. Mais de dire, ah, pauvres garçons, tu sais, surtout des garçons qui sont devenus des hommes qui ont réussi. Mais je trouvais néanmoins que ce projet-là avait une pertinence. Et le fait qu'on en parle encore aujourd'hui, 6 ans après la publication, je m'en réjouis. Je me dis que c'est un projet qui aura au moins eu quelques années et qui aura donc touché des gens.
Pourquoi ce sujet-là? Parce qu'on sait collectivement que les garçons ont plus de difficultés que les filles à l'école. C'est un fait, c'est scientifiquement prouvé. On a juste à regarder les statistiques. La dernière fois que j'ai regardé, les garçons étaient 3 fois plus susceptibles que les filles d'être atteints de troubles de l'attention, 3 fois plus susceptibles d'être atteints de dysphasie, 2 à 3 fois plus susceptibles d'être atteints de dysorthographie aussi. Et ce sont des chiffres de Statistique Canada. Donc, pour tout le pays, on voit que c'est un phénomène qui dépasse notre juridiction. Mais là encore, et c'est, je pense, vraiment le moteur qui m'a dit, il y a un livre à écrire là-dessus, c'est la spécificité québécoise, qui, elle, est peu connue. À l'échelle canadienne, c'est vraiment au Québec où l'écart entre le taux de diplomation des garçons et des filles est le plus grand. La différence est même 3 fois plus importante. Et le Québec est vraiment isolé en cette matière. Il y a vraiment des provinces qui sont ailleurs où l'écart entre les garçons et les filles varie là, au pays d'une province à l'autre à peu près jusqu'à 5 %. L'écart, la différence, je répète, c'est quoi la différence? La différence entre le taux de diplomation des garçons et des filles au Québec est de 14 %, alors qu'il est de 5 % ailleurs au pays. Et donc, c'est assez dramatique. Et c'est un peu sur cette base-là que j'aimerais lancer la discussion parce que, d'abord, on voulait faire œuvre utile avec ce livre-là et ça nous a obligés chacun à faire une introspection, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Puis je commencerai peut-être avec toi, Alexandre. Tu parlais des difficultés de ton parcours. Comment t'expliques que ce fut difficile comme ça pour toi, que ce l'est plus pour les garçons? Et qu'est-ce qui a changé ta trajectoire à un moment donné? Je parlais tout à l'heure de la liberté. J'ai quitté la famille, ma mère, mes parents étaient divorcés, mais j'habitais avec ma mère à la fin. Et à 18 ans, j'ai quitté la famille. Donc, je suis allé habiter en appartement. Et vraiment, les espèces d'horizons qui sont ouverts à moi faisaient que l'école était beaucoup moins attrayante. On a parlé des filles tout à l'heure, on a parlé de... c'était formidable, il n'y avait pas de présence à l'université. On notait pas si tu étais à ton cours ou tu n'étais pas à ton cours. Et donc, pour moi, cette liberté-là a fait que j'étais pas très stressé de passer mes cours, de les couler. Et à un moment donné, j'ai fait face à l'inévitable. J'avais 1,6 de moyenne à l'UQAM. J'ai été mis devant le pied du mur, puis on m'a dit, il faut que tu fasses autre chose. Donc j'ai quitté l'université à ce moment-là. Mais c'était pas du tout quelque chose qui m'inquiétait. Je me souviens d'avoir pris la décision de lancer une entreprise. À ce moment-là, je suis allé voir mon père. J'ai dit, Papa, je pourrais pas continuer à l'université. J'ai pas de plaisir là. Puis je vais lancer mon entreprise. Il faut remettre quand même les choses en perspective. Il y a maintenant plus de 30 ans. Et j'ai l'impression que la diplomation, à l'époque, était moins importante. C'était possible de se lancer en affaires, c'était possible de faire ce genre de trucs-là à l'époque. Je faisais des sites Internet, puis en 93, 94, il n'y a pas grand monde qui en faisait à ce moment-là. Ça serait très difficile aujourd'hui, je pense, pour un jeune de se lancer dans à peu près n'importe quel domaine et de dire « je vais lancer une entreprise, puis je vais être pris au sérieux ». C'est très, très compliqué. Donc aujourd'hui, quand les gens viennent me voir, les jeunes, puis me disent « Hey, moi aussi, j'aimerais ça quitter l'école puis lancer... » Assure-toi donc d'avoir au moins un diplôme universitaire, puis après ça, tu pourras faire ça. J'ai l'impression que j'ai été peut-être avantagé à cause de ce contexte-là qui était différent. Un peu le syndrome Bill Gates. Oui, mais Bill Gates, lui, il a lâché l'école. Donc, oui, mais c'est ça, c'était les compagnies qui étaient lancées dans les garages. Les gens ne connaissaient pas trop ça. Je me souviens que les professeurs nous appelaient ou m'appelaient pour aller réparer un ordinateur, un réseau. Puis les gens se référaient à moi pour des enjeux informatiques. Aujourd'hui, tous les jeunes sont capables de régler le problème. En fait, je me sens même très vieux aujourd'hui quand je vois ma fille qui branche son téléphone sur la télévision puis qui est capable de faire projeter la game de hockey quand ça fait 15 minutes que j'essaie, moi, de connecter tu sais, c'est quand même pas des maudites farces, là. Et on se rend compte, donc, qu'on vieillit beaucoup. Ouais. Mais le contexte était différent. Puis, la deuxième partie de la question, justement, qu'est-ce qui fait que
tu as eu ce virage-là et comment tes parents l'ont pris quand tu leur as dit, ben non, finalement, moi, ma trajectoire est ailleurs? C'est drôle, j'ai mentionné tout à l'heure Benoît Baza. Mon père était un entrepreneur. Il a lancé son bureau d'assurance quand sa mère a eu un arrêt cardiaque. Il fallait qu'il travaille à ce moment-là. Il fallait que tu payes pour quand tu avais une opération au cœur. Donc, il a arrêté de travailler. Il a payé pour les opérations, puis il est devenu un courtier d'assurance. Il n'est pas allé à l'université. Il n'a pas eu son diplôme. Alors, c'était comme peut-être qu'il était un petit peu fier que son fils fasse un peu la même chose que lui, j'imagine. L'autre volet, par contre, c'est que Benoît Bazin, je fais référence à ça, m'a souvent dit, plus tu es éduqué, moins tu vas te lancer en affaires. Donc, moi, je n'avais pas beaucoup d'éducation et je pense que ça permet de ne pas penser à tous les risques qu'il va y avoir devant toi quand tu vas te lancer en affaires. C'est inévitable. Ouais. Plus tu es diplômé, moins tu vas te lancer en affaires. Donc, si vous avez des PhD, les chances sont que vous n'êtes pas en business, OK? Non, mais c'est vrai, parce que tu es capable de trop mesurer le risque. Il faut être très naïf pour se lancer en affaires. Et téméraire, j'imagine. Il faut être naïf et téméraire. Oui. Oui, oui, tout à fait. Marc, toi qui es un artiste de week-end, c'est comme ça que tu t'es présenté tout à l'heure, est-ce que tu dirais que ton parcours, tu as senti que tu as eu à te battre avec ce que tu n'étais pas un peu? C'est l'aspect artistique qui était pas du tout valorisé pendant ton parcours et soudainement, tu as pu éclore quand c'est devenu possible? En gros, oui, mais le destin, il faut le rappeler à tout le monde, le destin n'est pas écrit d'avance. On n'est pas prédestiné à quelque chose. Il faut faire sa place, il faut se battre, se sentir non conforme, ouais, ou inadéquat dans un système. À l'époque où moi j'y étais, puis peut-être que c'est pas l'époque, peut-être que c'est juste l'environnement familial. Je connaissais rien d'autre. Donc, il fallait suivre cette traque-là d'école. C'est une classe moyenne, parents universitaires. Il fallait suivre et marcher ça, sans savoir qu'il y avait des DEP qui existaient, qu'il y avait autre chose. Donc, je me réjouis beaucoup aujourd'hui de savoir qu'il y a la FEPSI, puis qu'il y a des programmes d'apprentissage continu qui existent, parce que, à mon avis, moi, ça aurait désamorcé la bombe de la honte, qui vient se rajouter à la couche de l'échec, ou de ce sentiment-là d'être inadéquat. Jusqu'à temps qu'un jour, je me dis, ben, le seul endroit où je me sens bien, c'est d'aller en art. Ceci étant dit, il n'y a pas un parent qui va se réjouir que son enfant dise, je m'en vais faire un bac en art. Il n'y a rien là-dedans de sécurisant pour un parent. Ouais. Mais il y avait cette offre de liberté-là, puis je me suis quand même dit, reconstruit après ces quelques années-là, assez pour croire que cet appel de liberté-là allait valoir probablement plus que d'essayer de faire fitter un triangle dans un cercle. Ça fait que ça a surtout passé par là. Puis François, je vais ajouter, puis je ne vais pas ouvrir un dossier éditorial, mais dans une classe où factuellement, il faut que l'enseignante, puis là, je le mets au féminin aussi, il y a 30 cocos qui sont là, ben, ça prend un système, il faut que ça fonctionne. Fait que c'est des enfants, des élèves, des étudiants qui sont assis en rangée. Il y a des codes, puis pour que cette mini-société-là fonctionne, il y a des règles à respecter. Ben, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise dans ces cadres-là, puis qui n'arrivent pas à fonctionner. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que ça casse, et que ça va casser. Fait que moi, je ne vais pas blâmer le système en place, parce qu'on est une société, puis tout le monde doit en retirer des bénéfices et faire certains compromis. Mais il y a certaines personnes pour qui cet encadrement-là ne fonctionne pas. Ça, c'est une expression que tu utilises dans le livre, le triangle, qu'on essaye de rentrer dans un cercle ou vice-versa. Tu as l'impression que c'est le lot de certains garçons, une majorité de garçons, ou en tout cas une majorité d'enfants qui
et de sexe masculin? Bien, certains, je ne veux pas dire une majorité, parce que, quand même, je vais répéter un truc que j'ai dit ce matin, le taux de diplomation officiel de l'Université de Montréal au premier cycle, c'est un petit peu moins d'un tiers du genre masculin. Donc, c'est 2 tiers qui est de l'autre genre. Là, on ne parlera pas des virgules et des pourcentages qui. Donc, je ne veux pas dire que ça ne fonctionne pas pour une majorité. Je veux dire que c'est peut-être pas le parcours idéal pour plein de gens. Parce que l'école n'est pas faite pour bien des garçons? Ben moi, je ne dirais pas l'école, je dirais ce système-là. Okay. Il y a un certain système scolaire qui fait en sorte que c'est plus difficile, disons, pour un garçon de fitter là-dedans. Puis tout ça, c'est creux. Hein, on va dans des affects profonds de société. Qu'est-ce qu'on valide aussi? Qu'est-ce qu'on s'est mis à valider tout d'un coup? Ben, le savoir institutionnel, la science, c'est ce que c'est. Le gars qui étend du goudron là, à 39 degrés Celsius sur un toit là, à Montréal, puis qui fait bien le job, y a-tu le droit d'être fier au même titre que quelqu'un qui a reçu un diplôme, ou qui a une mention ou un méritage? C'est dans ces valeurs-là que moi, je re-questionne et je repositionne ce questionnement-là sur l'école. Dans la validité de ce qu'on valide. Puis, en même temps, une chose que je trouve intéressante en lisant les différents témoignages, tu disais d'entrée, Marc, que tu as détesté l'école comme peu l'ont détesté. Je pourrais en dire autant. On se fera un concours. Et pourtant, les 12 cancres dans le livre sont restés à l'école ou sont revenus à l'école ou ont raccroché. Ils ont réussi, peut-être par résilience ou d'une autre manière, à raccrocher pour avoir un diplôme. Le seul qui n'a pas un vrai diplôme, je pense, c'est Alexandre. Hey, mais pour les autres... Un diplôme en or, ça compte? C'est ça. Oui, ça compte. Mais je trouve ça intéressant dans une optique d'apprentissage continu. C'est que ces garçons-là ont bûché. Il y en a, c'est venu plus tard. Je pense à Steve Bégin, par exemple. C'est venu dans la quarantaine. Je pense au comédien Claude, son nom m'échappe, qui est revenu 3 fois à l'école après l'avoir quitté. Et donc, il y a quand même là quelque chose d'intéressant, quand on dit « quittez pas l'école », même si c'est difficile, je pense que c'est un message qui doit être entendu quand on voit la réussite. Toi, Alexandre, est-ce que tu dirais que l'école n'est pas faite pour les garçons? Est-ce qu'il y a une difficulté pour les garçons de rentrer dans un moule qui est un peu une taille pour tout le monde? Ma fille vient d'être diplômée de DHEC, 21 ans. Je suis très fier d'elle. Donc, elle a réussi ce que je n'ai pas réussi. Ma femme, qui est juste là, que je viens voir d'arriver, que sa maîtrise DHEC. Donc, ma fille suit le parcours. Dans ses cours, elle a fait 3 activités parascolaires. Puis, elle a eu des crédits pour ça. Ça m'a vraiment mis en maudit. Parce que j'aurais probablement réussi à obtenir mon diplôme si on m'avait donné des crédits pour ce que j'ai fait au journal étudiant ou ce que j'ai fait à l'association marketing. Donc, ces espèces d'activités parascolaires-là, aujourd'hui, où on reconnaît qu'il y a quelque chose qui se passe, puis on reconnaît qu'il y a une formation qui a été prise, il y a un enseignement qui a été donné et qui a été absorbé, pour moi, ça, c'est vraiment un pas dans la bonne direction. L'autre élément, Marc faisait référence à ça, aujourd'hui, on ne valorise pas beaucoup les plombiers. J'ai l'impression qu'il y a toute une génération, peut-être de nos parents, puis peut-être de la génération après, la nôtre aussi, qui a beaucoup valorisé l'université, la formation universitaire. Ce n'est pas tout le monde qui est intéressé nécessairement par ça. Moi, je me suis toujours dit qu'il devrait y avoir une université de la plomberie. Parce que si on avait un diplôme universitaire pour un plombier ou un électricien, j'ai l'impression qu'il y a plus ça serait plus valorisé, puis il y a plus de jeunes qui auraient pris cette tangente-là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous avez des plombiers ou des électriciens qui vont chez vous, c'est incroyable comment ces gens-là sont majoritairement heureux. Ils ont l'air d'avoir du fun. Non, mais ils sont 2 dans le pick-up.
Ils arrivent, ils regardent ça, prennent le café, ils s'en vont à la maison le soir. Ils ont passé une journée formidable. Ils ont fait 250 000 $ par année à venir. Non, mais c'est extraordinaire quand même. Mais Alors, il me semble quand même, Alexandre, quand je compare à l'époque où on était jeunes nous-mêmes, que la société a évolué de ce point de vue-là. Il me semble que plus je vieillissais, plus il y a eu une valorisation des métiers professionnels qui a évolué, qui fait que peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus facile et c'est pas nécessairement l'université qui est la seule voie ou la voie royale. tout à fait, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a encore eu une belle évolution par rapport à ça. Le système s'adapte. Alors, tu sais, quand tu dis aujourd'hui, Marc, qu'il y a un tiers d'hommes qui vont sortir de l'Université de Montréal, il faudrait regarder le pourcentage d'hommes qui sortent des écoles professionnelles. Intuitivement, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu plus d'hommes que de femmes qui sortent des écoles professionnelles. Donc, il y a des voies vraiment qui sont probablement mieux adaptées à ça. Puis, il y a une différence fondamentale chez l'homme. Il y a quelque chose que je veux placer éventuellement. J'ai pensé à une chose que je voulais dire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la dire, mais je vais la dire maintenant. Ça va être C'est fait. le bon moment, Alexandre. Ça va être fait. On est pendu à tes lèvres. J'ai vécu une chose dure dans ma vie. La chose la plus dure qu'un père peut vivre, c'est de perdre son fils. Mon fils s'est suicidé à 14 ans. Et le suicide, quand on regarde la volonté de se suicider chez un homme ou chez une femme, la volonté de se suicider est identique. Identique. Il y a autant de femmes que d'hommes qui veulent s'enlever la vie. L'homme réussit 5 fois plus que la femme à se suicider parce qu'il est plus prompt et il va prendre une décision qui va être fatale. Il va utiliser une méthode qui est très différente de celle que la femme va choisir. Et moi, j'ai l'impression que ça représente beaucoup des éléments fondamentaux qui expliquent comment est-ce que la femme et l'homme doivent évoluer dans des parcours différents au niveau de l'éducation. Je ne suis pas sûr d'avoir fait tout à fait le lien pourquoi, mais le fait qu'on soit prompt comme ça, nous, qu'on camoufle peut-être notre malheur, nos dépressions, on est tout le temps en train de se donner des tapes dans le dos. « Hey, les boys, ça va bien. Hey, yeah. » Puis on a de la misère à exprimer ce dont on veut parler. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est à la base de la différence entre peut-être l'homme et la femme. Puis il faut mieux comprendre ça, mieux comprendre comment est-ce qu'on peut... Voilà, je me suis dit, j'allais le placer. Là, je l'ai placé. C'est fait. Ça a détendu l'atmosphère en plus de ça. Je vais rebondir là-dessus, Alexandre, parce que toi, je parlais par exemple, de la formation professionnelle qui est plus valorisée aujourd'hui qu'elle l'était quand on était plus jeune. Je t'entends parler, Alexandre, puis je pense qu'il y a bien des hommes qui t'écoutent et qui trouvent ça beau que tu puisses t'exprimer comme ça, que tu aies cette transparence-là et que tu te sentes assez à l'aise pour exprimer cette sensibilité-là. Puis je pense qu'il y a quand même une évolution de la société en sens où les hommes sont moins réduits à un stéréotype qu'à une autre époque. Disons ça comme ça. Puis en même temps, je regarde la situation des garçons. Tu sais, la faculté d'éducation permanente, on en parlait tantôt, est à 80% formée d'étudiantes et 20% seulement de garçons. Là, on parle de l'apprentissage continu, quelque chose qui, justement, t'aide à être tiré par le haut. Donc, Marc, je vais te poser la question difficile, là, la question qui tue. Là, il y a les différents projecteurs sur toi. Est-ce que la situation des garçons s'améliore ou est-ce qu'elle s'aggrave? Je ne suis pas certain de la réponse. Je vais tenter quelque chose en te parlant d'osmose. Parce que j'ai l'impression que plus le taux de diplomation, ou plus les filles et les femmes sont diplômées, plus ça tire aussi les garçons vers le haut. Puis tu sais, là, il y a quelques étapes avant d'être aspiré, dont celle de la honte, dont celle de ne pas être heureux de ça, dont celle d'un discours masculiniste qui est réfractaire à ce que des femmes réussissent aussi. Ça fait qu'il y a tout ça en perspective. Est-ce que ça va moins bien?
je pense qu'au final, on va en bénéficier de ça, de ce truc-là. Mais que c'est un truc, c'est aussi un truc de société. Hein. C'est aux hommes de faire des pas vers les femmes. C'est aussi aux femmes de faire des pas vers les hommes. Puis d'essayer aussi, puis de ne pas être dans cette compétition-là ou d'être en confrontation, mais de se dire que, tiens, ma sœur ou ma fille réussit à l'école, peut-être que moi aussi, je pourrais tenter de l'imiter ou elle pourrait m'aider. Puis souvent, dans les relations d'aide aussi, en mentorat, en tutorat, il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette relation-là, qui aident aussi. Mais il reste encore qu'en dehors des faits, il reste beaucoup de cheminement à faire pour la pensée puis la psyché mâle. Surtout dans le contexte actuel très chaud, qui est un autre sujet. Ouais. Alexandre, je te pose la même question. Michel vient. Oui. François avait peur qu'il n'y aurait pas assez de sujets, puis il nous a dit peut-être qu'avec 30 minutes, on va en avoir assez. C'était pour laisser plus de temps aux questions. C'est ça. Fait que je voulais juste te dire qu'on a fait 45 minutes. Fait que si tu veux qu'on laisse un peu de temps aux questions, C'est une très bonne wrap up. C'est une très bonne idée. Je laisse Alexandre le mot de la fin. Donc, ça s'améliore ou ça s'aggrave? Je lisais un article dans la presse dernièrement sur le nombre de garçons qui sont abonnés à OnlyFans pour aller parler à des filles et qui avaient beaucoup de filles. Je pense que c'était... Je me souviens pas de l'article, mais tu as dû le lire toi aussi, François, le relire. Les statistiques étaient effarantes. Je pense que je peux pas faire abstraction que de dire que le jury est encore en train de délibérer parce qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer dans notre société qu'on mesure très, très mal. Le gouvernement a choisi d'éliminer les cellulaires dans les écoles, mais les médias sociaux aujourd'hui vont avoir une emprise sur les jeunes dont on n'a pas encore bien mesuré l'ampleur. Et ça m'inquiète énormément. Il va falloir qu'il y ait des sociologues, des législateurs intelligents qui soient capables d'analyser rapidement le data puis de faire des modifications si c'est requis. Mais pour moi, là, ça, c'est extrêmement inquiétant. Donc, ça, c'est très difficile de porter un jugement. Je pense qu'il y a des choses qui se sont améliorées. Tu as dit la valorisation du professionnel en est une, certainement. Le fait qu'on reconnaisse le parascolaire aujourd'hui au niveau des notations, ça me paraît des pas dans la très bonne direction. Il y a des choses très inquiétantes qui émergent et auxquelles on va devoir faire face. Oui, puis je regarde juste les derniers jours, puis je vous laisse tout de suite après la parole, mais je regarde juste les derniers jours dans la presse, les textes. Ce matin, Marie-Ève Fournier qui parlait de l'éco-fatigue, par exemple. Vous compreniez très rapidement dans le texte que c'est les jeunes garçons qui sont en train de tirer justement ces statistiques-là par le haut, l'éco-fatigue. Il y a quelques jours, on avait un texte sur un genre de ressac contre les LGBTQ. C'est encore une fois les jeunes garçons qui sont à l'avant-scène. Donc, peut-être qu'on devra se reparler dans 5 ans, dans 10 ans, puis on fera le point. Je ne sais pas quel va être l'impact sur la réussite scolaire, mais il y a une situation à observer, ça c'est certain. Merci beaucoup. Merci, M. Cardinal, M. Séguin, M. Taillefer. Merci.